Rebonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de la feuille de match. Maître Bon, j'ai une question pour vous. Acceptez-vous un client spécial cette semaine? C'est la LFP. La LFP est accusée de laxisme face aux violences répétées en Ligue 1. Est-ce que vous pensez pouvoir défendre la LFP ce soir? On est dans le thème, on est dans l'actualité, pas de problème. Moi j'accepte les clients. Pas de défense sans un avocat. Il y a des violences, on verra, on va voir ce qu'on peut dire. Le client est accepté. Qui est l'accusé? On verra bien. Et puis on va enchaîner avec notre grille et ce qu'on peut appeler ça un derby, Lorient-Rennes. Oui, breton, on est dans Bretagne, on est dans l'ouest, dans le plein ouest. Et c'est vrai que bon, moi j'ai pas de difficulté sur ce match-là. Voilà, on est sur quasiment, on le dit chacun, il y a la patte Genesio, et bien aujourd'hui, on est quasiment dans, allez, je dis pas prétendant au titre, puisqu'il y a un boulevard entre le Paris Saint-Germain et le deuxième, mais on a un client à la Ligue des Champions, voilà, un dauphin en tout cas, qui va tenir son rang dans son derby face à une modeste, pareil, de 5 matchs, dans les 5 matchs. Bah, pareil, l'année dernière, on a loué le jeu lorientais. Voilà, cette année, c'est pas du tout, en tout cas pas ces matchs-là. Les derniers matchs, c'est très très compliqué pour Lorient. Un peu un manque d'inspiration, on va parler chaque fois de l'orienté, on fait voilà, tout ça, mais malgré tout, non, on a un Rennes qui, je sais pas, je pense que c'est le petit match, un coup d'Europe qui est un peu décomplexé. Là, ils lâchent tout et ils se font très mal et ils se font mal dans le bon sens. Donc, victoire de Rennes sèche donc dans le derby breton. Un très beau stade, il faut y aller. Je ne peux que souscrire à cet avis parce que c'est vrai que je suis impressionné par le jeu de Rennes depuis quelques matchs déjà. D'ailleurs, depuis Clermont, tout simplement. Ils avaient mis 6-0 à Clermont, et puis après ils avaient battu le PSG. Et depuis ça, ils n'arrêtent pas. C'est une sorte de rouleau compresseur avec un jeu très 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 dynamique. Moi j'ai l'impression de voir un petit peu les Chelsea, City, tout le temps attaquer. Et je me rappelle contre Montpellier, ils ont usé cette équipe de Montpellier la semaine dernière. C'est impressionnant. Donc moi je me dis, qui est-ce qui les arrêtera? Où s'arrêteront-ils? Et donc oui, je peux que prévoir une victoire de Rennes contre ce Lorient, quand même de toute façon insipide jusqu'à présent, qui a été un peu, au début, qui était un petit peu une équipe sur laquelle on pouvait compter, et finalement qui s'est un petit peu éteint aussi. Non, Rennes, je pense que là, ils sont partis pour faire des grands matchs encore quelques temps, s'ils n'ont pas de blessés, parce qu'ils ont un effectif qui est de qualité, qui a toujours été de qualité, avec ce Genesio qui leur a pas apparemment apporté un petit plus. Et c'est cette revanche contre Lyon qui a été effectivement aussi bien commentée. Non, mais pour moi, Rennes, sans aucun problème. Sans problème. Ok, moi, c'est vraiment le match où, si on prend en 2021, Rennes largement supérieur à Lorient. Mais le nombre de fois où j'ai vu Lorient taper Rennes alors qu'on s'y attendait pas, mais ça arrive un nombre incalculable de fois. C'est un derby. C'est un derby. Et clairement, souvent on voyait les Rennais qui arrivaient, bon c'est un match comme les autres, et l'Orientais en mode furie furieuse quoi. Et là je m'attends à un match costaud de Lorient là-dessus. Mais Rennes peut gagner aussi, donc là-dessus, je mets mon triple, je me couvre, je prends pas de risque. Voilà. Et on n'oublie pas que cette grille vaut 500 000 € et qu'elle est à valider avant 9h55 dimanche. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut voir les chiffres juste de cette confrontation entre Lorient et Rennes? Voilà, on triche un peu, hein, c'est sûr, mais voilà, l'historique 41 confrontations et on voit qu'il y a un peu ce que disait. Il y a quand même 10 victoires. Hein. Ouais. C'est pas, 20 Ah ouais. C'est Rennes. En gros, c'est Rennes. Ok. Donc, ok. On va enchaîner directement avec le match tant attendu. Les Reds ont-ils le blues? Manchester United, c'est plutôt Chelsea, Manchester United. Qu'est-ce que vous pensez de ce superbe match du week-end? En tout cas, mes oreilles ont un peu frissonné quand j'ai entendu les comparaisons de mon ami par rapport au niveau en Premier League. Là, on passe à notre niveau. Rennes et Chelsea, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est beau à voir, c'est étincelant et c'est sérieux. Et c'est très sérieux. Et ce qui me fait ne pas croire aux velléités de Man U, c'est bien évidemment le factuel. Aujourd'hui, on a une équipe qui ne peut compter que sur les stats personnelles, le talent individuel d'un Cristiano Ronaldo qui effectivement individuellement est au-dessus du lot. Mais collectivement, c'est une catastrophe Manchester United. En face, on a l'excellence du collectif. Non seulement l'excellence du collectif, mais ça peut dire que
n'importe qui peut marquer à Chelsea. On n'a pas seulement les deux attaquants qui font la passe. Non, on peut avoir le défenseur central, le milieu. Bon, quand je dis même pas ce qui se passe aujourd'hui, voilà. On a cette espèce de vagues qui peuvent venir de tous les côtés et qui fait aussi la force à la fois sur la percussion au niveau des buts, mais aussi au niveau du bloc équipe, de la manière dont Chelsea atténue un petit peu les velléités de ses adversaires. Donc je ne vois pas, face à une Manchester United très très moribonde, c'est vrai qu'elle s'en sort bien en Ligue des Champions, hein, tant mieux pour elle, mais en tout cas, en Première Ligue, Chelsea va faire la loi chez elle. Alors, avant de laisser la parole à Patrice, enfin, est-ce que vous pensez que Michael Carrick, le nouvel entraîneur de Manchester, peut changer la donne, Patrice? J'espère pour lui parce que jusqu'à présent, malgré un recrutement XXL, on peut dire ça, Manchester United a vraiment déçu, enfin en tout cas en Ligue 1, en Première Ligue. Et c'est vrai qu'un nouvel entraîneur probablement va peut-être trouver la manière, comme on dit dans la cuisine, de préparer une mayonnaise différente et peut-être de créer dans cette équipe quelque chose qui va faire que enfin l'effectif important, pléthorique qu'ils ont, va rendre ce qu'il devait rendre. Donc oui, je pense qu'effectivement un changement d'entraîneur était important, que cet entraîneur-là était peut-être trop, je sais pas, trop attentiste, un peu comme Pochettino, que j'imagine pour le PSG, je pense. Hein. Attention. Enfin bon, moi je pense que c'est à peu près le même problème. Justement, il n'est pas intérimaire ton entraîneur Justement, en plus, voilà. C'est pas Pochettino qu'on attend là-bas. C'est un peu ça. Bon, ben, s'ils ne veulent le prendre, il n'y a pas de problème. Non, mais franchement, Manchester United, c'est vrai qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus, donc je pense effectivement que le nouvel entraîneur va être intéressant. Alors, pour rebondir sur ce que disait mon ami Pascal, c'est vrai que ce match Chelsea-Manchester United, c'est un peu l'eau chaude et l'eau froide. C'est-à-dire que Chelsea, qui va récupérer votre ami Lukaku, qui est quand même un sacré joueur, qui manquait jusqu'à présent à cette équipe. Chez eux, en plus, contre une équipe de Man U qui va être quand même... encore une fois... Ronaldo, il ne peut pas tout faire, quoi. Il ne peut pas faire à la fois buteur, à la fois organisateur, à la fois entraîneur. Donc, je préfère donner ma préférence à Chelsea sur ce match parce que sinon, je m'en voudrais de le faire avoir. Ça, moi aussi, je suis assez déçu du Manchester United là, de début de saison. Ils ont été un peu embêtés par les blessures de Varane. Je pense que Varane, c'était vraiment leur transfert. C'était le transfert le plus important pour eux, finalement, parce qu'en défense, c'est calamiteux. Et là, le fait qu'il n'est pas là, je pense que ça a joué sur les résultats. Et pareil, Sancho, grande star, il arrive. Il a mis un but depuis le début de saison. Je ne sais même pas s'il y a une passe décisive. Enfin, ils ne sont pas à leur niveau, en fait, c'est ça qui fait que Solskjaer a été viré et il est remplacé par Carrick qui est en intérim, mais clairement il ne va pas rester jusqu'à la fin de l'année. De l'autre côté, vous avez une équipe qui joue depuis un an avec le même entraîneur, qui s'amuse avec les gars, il a 2-11, ils peuvent interchanger. Donc, non, ça va être... je ne sais pas si je veux regarder, hein, ça va me faire du mal personnellement. De victoire de Chelsea sans trop se prendre la tête, je pense. Pas de surprise. Malheureusement, non. C'est dommage. Est-ce qu'on pourrait voir les chiffres peut-être en images des confrontations de ces deux équipes? L'histoire dit autre chose peut-être. Oui. On est très serré quand même. Hein. On est très serré. 33 confrontations. 47 victoires pour Manchester United. Ah ouais, quand même. Ouais. Non, mais je pense que là, de toute façon, ça ne veut rien dire. Je pense qu'il faut voir vraiment avec les qualités des équipes actuellement. Des fois, ça joue les chiffres. Regardez Bordeaux-Marseille. Bordeaux peut être dans un état calamiteux. Marseille ne gagne jamais à Bordeaux. Et voilà, à Bordeaux. C'est dingue. Combien d'années ça fait? Presque 40 ans. Faut se réveiller, les gars. Et j'y étais au stade plusieurs fois. Ah oui, chaque fois. On va enchaîner avec une équipe qui nous met des frissons cette semaine. C'est Manchester City-West Ham. Je suis parisien, donc ça me fait très mal. Mais effectivement, Manchester City-West Ham, c'est le match, le 8e match de cette grille. Qu'en pensez-vous, Maître Bon? Bon Marseille, moi j'ai bien aimé la prestation de Manchester City. Ils ont montré qui est le patron. qui domine en stratégie. Ça joue au foot. Et c'est peut-être là où je suis d'accord avec toi tout à l'heure en disant qu'à part que les vagues incessantes de Chelsea puissent pour une fois passer à côté, c'est vrai qu'effectivement, je ne vois pas United gagner. Et là, pareil, on a une équipe de City qui est très très généreuse sur le plan offensif et des fois se prend un petit peu les pieds dans le tapis. Et en ce moment, on a une équipe de West Ham qui, elle aussi, tutoie les étoiles. Tout ce qu'elle touche, ça se trouve son nom. Et ils ont fait un gros match. Ils ont impressionné contre un gros la semaine dernière. Donc, on arrive un petit peu avec cette tension qu'il ne faudra pas prendre West Ham à la légère. Donc, un match très ouvert. Et c'est sur ce match-là que j'ai mis ma couverture complète
Parce qu'on peut avoir un match étincelant mais avec 2-2 ou un truc 3-3 ou voilà. On peut avoir une espèce d'hold-up de West Ham. Comme je le dis, s'ils arrivent à contenir les vagues, parce que les vagues elles vont arriver. Alors là, franchement, là aussi, tu l'as dit. Est-ce que City sera pas trop émoussé de ce match compliqué Non, ils ont du banc. Contre le PSG. Non, j'espère qu'ils seront émoussés quand même. Ils ont du banc. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Et puis, ce que je peux encore dire, c'est sur la rigueur stratosphérique de Guardiola, que j'ai vu encore hier en Ligue des Champions. Même en menant, même quand il n'est pas content, si tu n'es pas bien placé, si tu n'as pas fait travail défensif, on peut mener 5-0, il ne va pas être content. Il va se manifester, il va te rappeler à l'ordre. Voilà, on n'est pas là sous des espèces d'entraîneurs amorphes qui ont donné des consignes avant le match et puis ils attendent 90 minutes pour pouvoir s'exprimer. Non. Donc, à mon sens, il saura aussi, face à West Ham, si jamais ça se passe en cours de match, encore donner des consignes tactiques, des consignes de placement, de pouvoir s'en sortir. Donc, match très ouvert. Moi, j'ai dit vraiment le triple sous ce match-là. Voilà. C'est vrai que Guardiola fait partie de ces entraîneurs qui sont, on va dire, des chefs d'orchestre, vraiment. Et ça, c'est souvent ce qui manque à une équipe, notamment, je pense cette année, comme le PSG. Par exemple, Deschamps est un chef d'orchestre. Mourinho était un chef d'orchestre à son époque. Donc, c'est vrai que City a ça en plus. C'est-à-dire que même quand il mène 2-3-0, bah, il est encore là derrière pour dire non, il faut faire ci, ça. Donc, c'est vrai que moi, j'étais impressionné aussi par City contre PSG. Bon, mais je sais aussi pourquoi le PSG a perdu ce match. Il y avait quand même devant 3 touristes qui étaient là et qui, effectivement, malheureusement, n'ont pas fait le travail qu'on attendait d'eux. On les paye, les touristes, ça va. On les paye, c'est vrai. Mais bon, Est-ce qu'il n'y a pas des touristes à tous les étages en vrai? Oui, et quand je vois Guillaume Maret, par exemple, qui était aussi bien devant que derrière, qui faisait tout le terrain quasiment pour aller défendre, pour aller attaquer, c'est vrai que c'est ce qui nous a manqué. N'oublions pas quand même que PSG a battu cette équipe de 0 au match aller. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle est impressionnante. Maintenant, sur ce match-là... Tu as vu les vagues quand même. Oui, j'ai vu les vagues. 2-0, mais tu as vu, comme je t'ai dit, c'était poteau, machin. Sur ce match-là, attention, effectivement, je suis de l'avis de Pascal, West Ham est une équipe aujourd'hui qui a des arguments et qui a fait de très bons résultats. Et peut-être que ce match-là peut nous réserver des surprises, parce qu'effectivement, avec le match qu'ils ont joué contre PSG, est-ce qu'ils ne seront pas un petit peu émoussés? C'est possible. Et je pense que West Ham, c'est pas la première fois qu'il nous créerait une surprise, nous autant que parieurs. Donc sur ce match-là, effectivement, pourquoi pas ne pas mettre le triple. Bon, moi je l'ai déjà mis, mais donc je dirais ou victoire à l'extérieur ou victoire à domicile. Mais tout est possible sur ce match parce que, surtout en Angleterre, c'est des matchs qui sont tellement ouverts, des équipes qui sont tellement joueuses que tout est possible, franchement. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités. Moi, quand j'ai vu ce match-là, j'ai eu un petit flash. Je me suis dit, je sais pas comment Manchester City va réussir à marquer parce qu'ils ont 2 gars devant la défense, ils sont impassables. C'est Soucek et Rice, ils prennent tous les ballons. Et de l'autre côté, Manchester City garde le ballon tout le match, tu le vois pas. Mais après, ils génèrent pas forcément une tonne d'occasions en fait. Parce qu'en plus, ils ont pas un 9 pour convertir le peu d'occasions qu'ils ont. Et, pour toi, Gabriel Jesus, c'est pas. Non, c'est pas terrible. D'ailleurs, quand tu vois comment. Enfin, c'est un bon joueur, hein. Je dis pas ça, mais comment il est traité par son entraîneur, je trouve que c'est. Bah, peut-être qu'il n'est pas. Il n'a pas le rendu que l'entraîneur. C'est-à-dire que quand même, il préfère mettre Bernardo Silva numéro 9 des fois. Dans le système de Guardiola, effectivement, un faux 9, c'est mieux qu'un 9. C'est ça. Puisqu'il joue beaucoup sur la. Et l'inconvénient. Le changement de poste. C'est que lui, quand il avait un faux 9 et que ça marchait super bien, c'est quand il avait Messi. Effectivement, Messi en faux 9, voilà, c'est abattable. Ouais. Après, quand il a commencé à mettre Lewandowski ou Müller en faux 9, ça marchait déjà beaucoup moins bien. Voilà. Et lui, il faudrait Firmino, je pense. Un joueur comme ça, exactement. Mais actuellement, voilà, il n'a pas forcément les mêmes objectifs Liverpool. Et je trouve que c'est un peu des fois stérile. Ils font des 0-0, des 1-0 un peu poussifs. Alors qu'ils ont les occasions, mais ils n'ont pas les moyens de les transformer. À l'attaquant, peut-être. Voilà. Et comme, pareil, West Ham, c'est pas la folie devant, je vois un match nul sec, voire un 0-0 là-dessus. Je vois pas de but, en fait. C'est couillu. Ouais, lui, on tente, on pose des trucs sur la table. Des catastrophes, c'est couillu. Alors maintenant, ça, on fait des résultats, des fois, on prend des risques. Hein. Vous allez peut-être m'éclairer, mais que se passe-t-il à Tottenham? Tottenham qui joue à Burnley pour le 9e match de championnat. Alors, que se passe-t-il à Tottenham? Ça ne marche plus. Ça vient quand même. On a quand même l'effet d'un entraîneur coté, connu, classe, voilà, qui vient avec une espèce d'aura, c'est Antonio Conte, voilà. Donc, on a une équipe de Burnley qui est très compliquée à jouer.
justement, j'étais étonné, il n'y a pas très longtemps qu'ils se sont rencontrés en Cup. Et C'était compliqué. Tottenham a gagné mais 1-0 péniblement. C'est pour dire que même j'ai vu ce match que ça pas là, c'est pas longtemps. Burnley n'est pas une équipe que vous allez venir là, juste étrier, mettre 3-4 ballons au fond des filets sans qu'ils puissent vendre leur peau chèrement. Donc je pense que ce match-là va être très compliqué, parce que c'est un match extérieur pour Tottenham. Tout n'est pas encore parfait. Mais je crois quand même à la dynamique de Conte qui a pas mal de ressorts et peut-être de relancer peut-être psychologiquement les joueurs qui sont pas à leur niveau. Donc je vois bien soit une victoire de Tottenham ou soit un match nul, peut-être heureux pour Burnley. Non, moi je pense que Tottenham, c'est vrai, elle a eu des moments difficiles, elle a pris des grosses tôles aussi, mais contre une équipe comme Burnley, où il y a peut-être un cornet qui est peut-être là, qui fait souvent la différence qui marque des buts. Mais je ne pense pas que cette équipe-là puisse aujourd'hui embêter Tottenham qui est en pleine recherche de points, avec un nouvel entraîneur qui, je pense, fait un gros travail aussi, avec un buteur qui retrouve un petit peu, enfin des buteurs, parce qu'ils sont deux gros buteurs, Keane et son compatriote Son. Qui marque quand même de plus en plus. Donc non, moi je pense que Tottenham est en train de se refaire une santé et je suis prêt à parier sur Tottenham sur ce match parce que Burnley, franchement, je ne les sens pas sur ce match. Je partage l'avis de Patrice, clairement. Il y a 2 semaines, ils font 0-0. Donc déjà, la défense, ça commence à se mettre en place. La semaine dernière, ils prennent un but, mais ils reviennent assez rapidement, ils gagnent 2-1. Donc je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, victoire de Tottenham, je pense, parce que Burnley, c'est une équipe de bûcherons et techniquement, c'est quand même assez faible. Donc victoire de Tottenham. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut regarder les chiffres un petit peu de ces confrontations? Parce que je ne connais pas vraiment l'histoire de Burnley-Tottenham, j'avoue. Ouais, quand même, Burnley, pas mal. Hein. 15 victoires. 24 victoires pour Tottenham, bien sûr. Ah, quand même, 15 victoires pour Burnley. Donc c'est des équipes qui s'affrontent pas mal. On va enchaîner directement avec le Leipzig-Leverkusen, le match le plus compliqué, selon moi, de cette grille à pronostiquer, monsieur Maître Bourgeois. Monsieur. Ouais, c'est vrai. On peut, oui, sur le classement, on peut dire, ouais, Leverkusen est devant. Bon, ils ont une belle attaque aussi. Bon. Moi je crois à Leipzig, j'avoue, je crois encore à Leipzig, c'est vrai qu'ils ont eu une déconvenue, on fait un 2-0. On est toujours sur le match de bouille forcément. Voilà, mais bon après c'est clair qu'on a un coucou, Forsberg, voilà, on a cette espèce, pareil, on a une équipe qui, quand on regarde le dimanche, c'est très agréable à regarder en termes de dynamique, de beaux jeux et des vagues, voilà, la diversité aussi, ils savent faire du jeu court, des fois ils font du jeu long. Non, Leipzig c'est très, mais parfois très naïf défensivement. Et bon, c'est vrai que c'est très frustrant. Ils sont toujours à ramener le score et c'est pas intéressant. Là, contre Bruges, c'est un match assez parfait. Donc je pense qu'ils vont garder là-dessus face à Leverkusen pour retrouver, parce qu'ils sont 7e, je crois. Ils sont mal classés pour ce qu'ils avaient produit l'année dernière. C'est pas énorme, en championnat c'est pas top. Non, pour Leipzig, c'est pas parce qu'ils produisent, c'est pas intéressant. Donc il faut qu'ils se rapprochent des Leverkusen. Donc je vois une victoire de Leipzig à domicile. Oui, moi je suis un peu d'accord aussi. C'est vrai que Leipzig nous avait posé beaucoup de problèmes à l'époque, déjà au PSG. Hein. On a eu 2 matchs qu'on a joués contre eux, c'était compliqué. Là, ils ont fait un match parfait, effectivement, avec un Nkunku de feu, qui vraiment a pris une dimension supérieure depuis quelques temps, et c'est dommage qu'il soit plus au PSG, mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Et c'est vrai que contre Leverkusen, au début, je me suis dit que ce serait un match compliqué à pronostiquer, mais après coup, je pense qu'ils sont dans une dynamique qui est quand même assez intéressante, assez positive. Non, mais il y a quand même 2 Leipzig, il y a celui du championnat et il y a celui de la Ligue des Champions, c'est pas les mêmes. Hein. Oui, mais bon, je pense quand même que là, ils ont trouvé quand on a gagné 5-0 contre une équipe comme Bruges, peut-être qu'on a une confiance en soi, surtout en jouant chez soi, une envie de bien faire, et puis surtout, on fait peur à l'adversaire. Donc les Leverkusen, bon, ça reste une équipe sérieuse, hein, bien sûr. Mais moi, en tant que pronostiqueur, je dirais que Leipzig, sur ce match-là, a ma préférence. Donc je mettrai Leipzig vainqueur. Donc Leipzig contre Leverkusen, c'est un peu Nkunku contre Diaby. Hein. Moi j'aimerais plus voir Nkunku en équipe de France que Diaby. Non, donc Leipzig en Ligue des Champions, vraiment exceptionnel, 4 buts, puis assez rapidement le match. Et Leverkusen, je sens un peu moins bien, puis Attaque il marque un peu moins. Donc plutôt victoire à domicile pour Leipzig, je les sens bien. On court un petit peu après le temps, donc on va poser peut-être une petite pause. On va faire une pause rapidement et on revient le plus rapidement possible.